Smoke up, gas in the blem. Free up the guys, then dip out the ends. Jump in the ride, then burn out the rims. Don't stop, don't clutch the button. Never in the block with the up for events. Skin kept close to the button on them with it. Back in the back, there's some tell. Salut la famille X, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Si jamais tu n'as pas vu l'épisode 1, sache que j'ai fini mon permis A2, donc ma période où je suis censé rouler bridé. J'ai fait ma passerelle, donc maintenant je suis capable de conduire, enfin j'ai surtout le droit légalement de conduire n'importe quelle moto. J'ai donc acheté la moto de mes rêves, une Hyper Sport à La Réunion, donc assez loin. Premier problème, et deuxième problème, c'est qu'elle a le moteur cassé. J'y connais absolument rien en mécanique, mais j'ai décidé de la réparer moi-même. Donc dans le premier épisode, vous avez vu un petit peu les problèmes qu'avait la moto. Dans cet épisode, on va la réparer jusqu'au démarrage. Bien évidemment, comme je vous le dis, je ne connais absolument rien en mécanique et les connaissances en mécanique ne viennent pas de nulle part, elles viennent de là. Mon meilleur ami dans cette aventure, c'est le manuel de réparation de cette KTM 1190 RC8R que j'ai acheté chez KTM en version digitale, donc il y a vraiment tout qui est détaillé. Alors pas toujours dans les moindres détails, il faut quand même s'y connaître un peu en mécanique, donc j'ai aussi le support de 2-3 groupes Facebook qui sont dédiés à la moto. Écoutez, on s'en sort pas trop mal, ça avance plutôt bien. Tout ça pour dire que la connaissance, les informations sont sur Internet, il suffit juste d'aller les pêcher, il suffit juste d'être passionné, d'être curieux, et voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est que si moi j'ai réussi, alors que j'y connais vraiment rien, c'est que tout le monde peut le faire. Je suis pas plus intelligent qu'un autre, je suis juste un passionné. Et voilà, c'est juste pour ceux qui hésiteraient à acheter des motos cassées ou à réparer leur propre véhicule ou même tout simplement à faire leur entretien eux-mêmes. En fait, c'est possible. Hein. C'est juste une question de volonté. Procurez-vous les manuels d'atelier de vos bécanes, allez sur les groupes dédiés au modèle de votre bécane et tout se passera bien. Voilà, c'est un peu le but de toute cette vidéo et le but de ma chaîne aussi, partager mes passions, mes connaissances et surtout voilà, motiver les gens à bricoler, à se dépatouiller, et c'est ça qui est super intéressant. Voilà, c'est un peu la fin de ce petit message, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est ça qui nous intéresse. Revenons à la réparation. Suivez-moi. Là, bon, on est mercredi 7 juin, il est 20h. J'ai monté les poignées, j'ai mis le mètre cylindre d'embrayage avec le petit contacteur que j'ai connecté, enfin que j'ai soudé. Pareil de l'autre côté, poignée, protège levier, mètre cylindre de frein. J'ai purgé, ça fonctionne, le levier est bien dur. Première purge de frein, je suis trop content, j'ai réussi. Je me suis servi de ce petit accessoire que j'avais pris chez KTM, qu'on met sur la poignée. J'ai laissé toute la journée en pression. Là, je viens de l'enlever et c'est nickel. Tac, tac, tac. J'ai fait quoi d'autre? J'ai enlevé le piston, donc je vais remplacer tout à l'heure par le nouveau et mettre le cylindre et la culasse en place pour pouvoir commencer à remonter le moteur. Le cylindre esclave, je vais le changer. Alors le Oberon qui est ici, là, je l'ai pas encore mis. Parce qu'en fait, j'ai démonté l'embrayage de l'autre côté. Donc, je changerai le cylindre quand je vais faire la purge du mètre cylindre d'embrayage, enfin du système d'embrayage. Donc là, j'ai enlevé l'embrayage. L'ancien, il est là-bas. Le nouveau, il est ici. Je vais le mettre. J'ai changé le pignon de pompe à huile par un pignon plein. Parce qu'en fait, de base, celui d'origine de la RC8, il est comme ça. Il est ajouré et du coup plus fragile et des fois il pète. Il y a plusieurs gens qui ont eu ces pignons qui ont pété. Donc on le change pour plus de fiabilité. Je vais vous montrer des images de trucs pétés comme ça. Donc il me reste à changer l'étoile de sélection, le doigt de sélection qu'en dessous, le ressort de sélection qu'en dessous. Quand j'ai ça, je vais pouvoir remonter l'embrayage, remonter le mètre cylindre, le cylindre esclave, pardon.
remonter le piston, cylindre, culasse, et puis voilà quoi, hein, normalement on devrait être prêt à rouler. Voilà. Et tous les carénages bien évidemment. Alors pourquoi ici j'ai deux embrayages d'origine de RC8R ou RC8, hein, c'est les mêmes. En fait, il faut savoir que ça, donc c'est l'embrayage d'origine, comme je viens de vous le dire, et à partir de 2013, KTM a changé tous les embrayages de ces gros cylindrés, donc tous les Super Adventure, Super Duker, etc., par des embrayages anti-dribble. Ceux-là, c'est pas des embrayages anti-dribble. J'ai eu de la chance, j'ai fait une super affaire, j'ai trouvé un embrayage anti-dribble de Super Adventure 1190 de 2014, si je ne dis pas de bêtises, pour 150 €, donc c'est vraiment que dalle. Embrayage complet, il y avait vraiment tout. Donc que j'ai installé sur la bécane, c'est l'embrayage que vous voyez par terre là quand je vous présente toutes les pièces que je vais installer sur la moto. L'avantage de l'anti-dribble, c'est bien évidemment de ne pas bloquer la roue quand on rétrograde, parce que vous savez que sur un bicylindre, on a un frein moteur qui est gigantesque, et quand on donne pas un coup de gaz en même temps qu'on rétrograde, c'est un peu l'équivalent du talon-pointe en voiture. On met un petit coup de gaz au rétrogradage pour synchroniser les vitesses de rotation de la boîte et du moteur. Et ben la roue se bloque et on fait des gros travers. Alors c'est super marrant, mais ça peut être aussi dangereux. Donc l'embrayage anti-dribble réduit énormément ce phénomène. Ça met un espèce d'effet de roue libre en fait qui fait que la roue arrière se bloque plus. C'est super efficace. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion de trouver cet embrayage pas cher. Donc j'ai viré l'embrayage d'origine du moteur qui est sur la moto, j'ai viré l'embrayage d'origine du moteur qui est à réparer, et je vais essayer de trouver un autre anti-dribble, soit de Super Duker, soit de RC8R après 2013, enfin après 2012, soit de Super Adventure, etc. Voilà, je vais essayer de trouver un deuxième anti-dribble pour le deuxième moteur aussi. Alors il faut savoir que les tiges comme ça, donc ça il me semble que c'est celle d'origine du RC8R, donc c'est la tige poussoir de l'embrayage. Sur l'embrayage de Super Adventure, elle était plus courte, donc du coup je pouvais pas débrayer, ça marchait pas. Donc voilà, faites gaffe. Si jamais vous voulez changer l'embrayage de votre RC8R, gardez bien la tige poussoir d'origine, hein, parce qu'elle est plus longue. Alors le fait que le carter soit transparent, c'est pas anodin. Outre le fait que ce soit esthétique, à la base de l'embrayage d'origine a tendance à avoir les vis qui se dévissent en fait, même quand on met de la Loctite. Donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier régulièrement. Et c'est plus simple de vérifier visuellement avec un carter qui est transparent, plutôt qu'avoir à démonter tous les 2 mois le carter en penchant la moto pour pas faire de vidange. Enfin bref, avec ça c'est beaucoup plus simple. Bon, maintenant j'ai changé l'embrayage, j'ai l'embrayage de Super Duke. Donc c'est plus nécessaire, puisque à partir de 2013, toutes les grosses machines de chez ont cet embrayage. Donc il n'y a plus de souci de desserrage, mais bon, là voilà, ça reste purement esthétique. Bon, on va quitter un peu la moto du salon là pour bricoler d'autres trucs avec my man Ketmo. What's up, what's up? Eh les gars, là ce qu'il y a sur le bureau c'est une dinguerie. Eh franchement gros, je m'en remets pas. C'est trop grand, wesh. On va modifier ça, on va faire de la magie avec ça. On va faire de la magie avec ça. Okay. Alors Ketmo, ça dit quoi? Ça ressemble à quelque chose. On va voir si ça pilote aussi bien que ça goûte. Qu'est-ce qui se passe, hein. On est vraiment sur du matériel de qualité. La NASA à côté, c'est personne, hein. Ce n'est personne. Petit update sur Caraba. Hier, après... mais j'ai réussi, bref. J'ai présenté le nouveau cylindre et tout. J'ai mis de l'huile pour pouvoir l'insérer plus facilement, le joint d'embase, tout ça. Sauf que le cylindre, il rentre pas dans le moteur. Et je sais pas pourquoi. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf, mais ça rentre pas. Je sais pas pourquoi. C'est nouveau mystère. Je sais pas pourquoi. Faut que je comprenne ce qui se passe. Bon, j'y suis allé au maillet en caoutchouc au final, j'ai tapé, c'est rentré. Beaucoup de prises de tête et d'interrogations pour rien au final. Bref, c'est rentré. Bon, on a fait un gros stand-by sur la réparation de la moto. Il y a plein de trucs que j'ai pas filmé, mais en gros, là, j'ai fini tout mon câblage, des dashcams, mes alarmes, mes trackers, etc.
Donc là, tout est câblé, tout fonctionne. J'ai pu mettre le contact, c'est cool. J'ai changé cette pièce par une anodisée en orange, qui est là, parce que celle d'origine était fendue. Ouais, j'ai installé plein de trucs, j'ai mis mon petit rigidificateur de sélecteur de vitesse que j'ai fait découper en carbone, le Oberon. Enfin voilà, vraiment tout est installé. Malheureusement, au niveau du moteur, j'ai pu remettre un nouveau cylindre, un nouveau piston, une nouvelle culasse, et malheureusement, j'ai pu me rendre compte que la bielle était tordue. Donc, ce moteur-là, il faut que je l'enlève et que je le fasse réparer par un pro, parce que je suis pas capable d'ouvrir les deux carters et d'ouvrir vraiment le moteur, rentrer dans les entrailles du moteur. Donc, je vais acheter un vilebrequin en plus, comme ça au moins les deux bielles seront neuves, tout sera nickel. Et je vais le donner à réparer à un vrai mécano. En attendant, j'ai ce moteur qui fonctionne, je sais que tout est ok. Donc, je vais le modifier, les changements que j'ai fait sur celui-là, mettre un embrayage anti-dribble. Et je vais le mettre dans la moto pendant que je vais envoyer ce moteur se faire réparer. Comme ça, au moins, je pourrais rouler. Voilà un peu le plan. Donc pour l'instant, première étape, c'est déjà de préparer ce moteur-là, quoi, faire les petits changements, changer les tendeurs de chaîne de distribution par des dirt tricks, etc. Et voilà. On va faire une petite parenthèse, j'adore les parenthèses, sur l'outillage. Donc je vous ai dit que moi, je suis un gros débutant en mécanique. Les seuls moteurs que j'ai ouverts, c'est quand j'étais gamin, c'était du 2 temps, et encore, je n'ai même pas ouvert les moteurs, c'était genre changer le carburateur, enfin c'était vraiment des trucs vraiment basiques. Là on commence à rentrer dans de la vraie mécanique, donc il faut être précis. Il faut utiliser des clés dynamométriques. C'est certainement l'outil le plus important et le plus indispensable à avoir, quand on veut se lancer dans la mécanique moto comme voiture. Alors, en fait, c'est une clé qui est calibrée. Hein. Vous prenez des clés qui sont calibrées. Comme vous voyez, celle-là, elle vient avec son petit certificat, voilà, qui dit qu'elle a une précision de plus ou moins 3%. Voilà, chaque clé normalement de marque sérieuse a. J'ai celle-là pour les petits coupes, pour les petites vis de 5 à 25 Nm. J'ai la Stall Wheel électronique qui est incroyable, qui va de 10 à 100 Nm. Par exemple, pour l'embrayage, pour les trous d'embrayage, il faut le serrer à 100 de l'embrayage d'origine. Pour mon anti-dribble, c'est à 120. Pour l'axe de roue arrière, par exemple, enfin voilà, il y a plein de couples qui sont gigantesques et il me faut cette grosse clé. Voilà, c'est pour ça que j'en ai 3. Mais c'est vraiment un outil qui est indispensable. Attendez, j'ai une grosse précision que j'ai oublié de donner sur les clés dynamométriques. C'est uniquement pour serrer. Pour les ranger, on les met à leur valeur minimale, hein, parce que je vous dis, elles sont calibrées, donc c'est vraiment des mécanismes qui sont très fragiles. Faut pas s'en servir comme marteau, faut pas les faire tomber, voilà, faut faire attention. Et pour les stocker, on les range à leur valeur minimale pour pas qu'en fait le système qui déclenche pour vous dire que vous êtes au bon couple s'abîme. Alors pour les clés Stall Wheel, c'est un petit peu différent, parce qu'elles ont un système qui est pas un système de ressort, mais un système de lamelles. Besoin de les remettre à 0. Ou en tout cas à leur valeur minimale. Donc c'est pour ça que j'ai pris des Stall Wheel, c'est pour ça qu'elles coûtent super cher. Bon après j'ai fait des super affaires, hein. Celle-là je l'ai acheté 150 balles alors qu'elle coûte 500 balles neuve je crois, sur le bon coin. Bref, mais voilà, pour finir sur les clés dynamométriques. Pour les KTM, RC8R en tout cas et RC8, il vous faudra aussi un petit boîtier comme ceci, avec des Torx, des embouts Torx de différentes tailles, hein, qui vont sur les clés à cliquet. Donc pour desserrer, on prend un cliquet classique, et pour resserrer au bon couple, on prend une clé dynamométrique. L'avantage, moi, ce que je kiffe sur la KTM RC8R pour les vis, c'est que ce sont des vis qui sont avec des têtes Torx, comme ça. Mais si jamais, je sais pas par quelle magie vous allez réussir à abîmer une tête de vis Torx, mais si jamais vous l'abîmez, ça fait aussi un boulon. Oui, donc vous pouvez mettre une clé classique. Voilà. Donc ça fait les deux, Torx et boulon. Et ça, je trouve ça super cool. Ils auraient dû faire ça aussi pour les vis qui sont dans la culasse. J'aurais pas galéré à enlever celle qui était coincée. C'est un petit budget si jamais vous n'avez pas forcément le budget pour les acheter, parce que vous allez faire une fois dans votre vie votre jeu soupape.
faites-les vous prêter. Je crois même qu'il y a des mecs qui louent ça sur le bon coin. Voilà. Voilà, allez, on continue cette vidéo. Moi, il y a un truc que je trouve fou, c'est que ce petit bloc là de métal, qui est tout compact, tout petit. Alors déjà, ça pèse 70 kg, donc c'est énorme. Mais qu'en plus, ça peut te satelliser à 300 km/h. Je trouve ça complètement fou. Ouais, je sais pas. Je trouve ça impressionnant. Bon, je m'excuse déjà pour le niveau de bordel qui règne dans mon salon. Bon, j'ai reçu le pont qui va me servir à descendre ce moteur-là pour monter celui-là à la place. Bon, en gros, c'est un truc qui se présente comme ça. Il y a une espèce de cylindre hydraulique qui fait monter le tout, qui est censé se fixer sur ce socle avec ces deux vis. Sauf que, c'est gros débile, bah, leur cylindre il n'est pas percé, donc je peux pas le fixer. Donc là, en fait, le truc il tient pas. Il va falloir que je fasse des marquages et que je le perce moi-même. Franchement, pour le prix, je suis un peu dégoûté, c'est n'importe quoi. Donc ouais, je vais faire des marquages et percer le bordel en espérant que je réussisse. Voilà. Et après, je m'attaque au jeu aux soupapes et je démonte tout ça. Oh, j'ai mis un gros coup de perceuse dans la fif. C'est bon, là c'est fixé. Là ça tient, là. Là, je risque pas de me prendre un moteur sur la tranche. Donc ça fonctionne, c'est top. Ça se lève bien. C'est efficace. C'est top. Ça marche super bien. C'est compliqué de cadrer tout ça. Bon, et ben on va se lancer dans le jeu aux soupapes avant de remonter le nouveau moteur dans la bécane. J'ai jamais fait ça. Ça va être une première. Souhaitez-moi bonne chance. J'espère que je vais réussir, mais il n'y a pas de raison. Je me prends la tête sur ce merdier. Faut faire des calculs, des machins. C'est... Franchement, je pourrais pas être mécano. En vrai, il faut une patience, une précision de malade. Et vas-y, ce que je pensais avoir fini hier, je suis encore dessus là. Mais ça avance. Voilà, on est à un niveau de démontage jamais vu, de mémoire d'homme dans mon salon. Donc là, il n'y a plus de moteur. Hein. Voilà, on est là, il n'y a plus de moteur. Je vais virer celui-là, on va mettre celui-là. C'est un merdier, franchement, c'est... j'en peux plus. Bon, donc j'ai enlevé ce moteur, celui d'origine, et je l'ai remplacé sur la moto par le moteur qui fonctionne. Donc j'ai tout recablé, etc. J'en ai profité pour câbler le quick shifter. Donc ça c'est bon. Il me reste encore le câblage à faire sur les injecteurs pour le boîtier Flex Fuel. Ça je verrai après. Mais j'ai un souci. J'ai jamais terminé avec cette bécane. C'est les vitesses. Je sais pas ce que j'ai foutu avec l'étoile de sélection. J'ai dû la mettre. Enfin, j'espère que c'est que ça. J'ai dû pas la mettre dans la bonne position parce que là, je suis censé être en 1, mais j'ai pas de point mort entre la 1 et la 2. Et ça me passe direct sur une vitesse et genre j'ai le point mort entre la 5 et la 6 ou je sais plus. Je savais même pas que c'est possible de mettre l'étoile dans la mauvaise position. Je sais pas ce que j'ai foutu. Donc bon, il faut que je regarde ça, il faut que j'enlève l'embrayage, que je regarde ça. En espérant que je puisse pouvoir démarrer le moteur avant ce soir.
Bon, au final, c'était bien ça la panne. C'est parce que j'avais monté l'étoile de sélection à l'envers, alors que normalement, il y a des détrompeurs. Normalement, c'est pas possible. Mais elle était un peu de travers, c'était pas vraiment enclenché. J'ai réussi à la rentrer. Bref, c'est pour ça que mes vitesses n'étaient pas dans le bon sens. Donc là, tout est réglé, tout est remonté, tout est bon. Maintenant, il va falloir qu'on mette les fluides dans la bécane. Donc, je vais commencer par remplir le liquide de refroidissement dans le moteur. Et pour ça, il faut réussir à la mettre en place. J'ai réfléchi à plusieurs trucs, plusieurs idées, toutes plus bêtes les unes que les autres. Mais bon, il va falloir trouver la bonne solution pour faire ça, parce que c'est la seule manière de bien faire la purge. Donc voilà, ensuite on mettra l'huile, et puis normalement on pourra faire démarrer tout ça, si tout se passe bien. Voilà. J'en ai chié pour monter la moto comme ça, laissez tomber. On peut plus. Donc en gros, il faut que je remplisse le liquide de refroidissement dans cette position jusqu'à ce que ça coule par le cylindre arrière. Après c'est bon, je peux refermer, mettre à plat et finir de remplir. C'est nimp. Rempli, donc là ça pisse sans qu'il y ait de bulles. Donc c'est que c'est bon, je peux reboucher les vis de purge. J'ai tout remis en place de messages d'erreur sur le tableau de bord. Mais ça démarre pas. Donc je sais pas si c'est un problème de démarreur ou de relais de démarreur, mais en tout cas ça marche pas. Bon, test de champ, hein. Pas rassurant. Ah, ça marche pas à chaque fois. Ça rassure un peu. Bon, on va tester un démarrage. Donc on a fini de changer le relais qui est là. Donc ça, c'est good. Attendez. On a ici un spectateur de marque. Blabax, le brother from another mother, qui donne de la force, qui me soutient dans ces moments émotionnels. Chérie, j'en peux plus, je veux que ça démarre, chérie. J'en peux plus. Bon bah, ça a l'air de marcher, hein, on entend le bruit. Bon, au moins la pompe elle marche. Okay. Je vais voir quand je mets le contact si j'ai bien du 12 volts qui sort de là. Et si oui, c'est qu'il y a un problème dans la prise. Il faut que je gratte les contacts, j'en sais rien. Non, donc on va voir s'il y a bien 12 volts qui sort de la prise de la pompe à essence quand je mets le contact. Ça va être un peu galère, mais... tenir la prise à une main et mettre le contact de l'autre. J'aurais bien voulu avoir un assistant là. C'est une galère de... Ouais, il y a bien les 12 volts. Donc c'est-à-dire qu'il y a un problème sur les... Oula, il y a un problème sur les contacts. Je comprends pas, j'ai bien du 12 volts qui sort du faisceau, j'ai bien la pompe à essence qui tourne quand je lui mets du 12 volts en direct, mais quand je branche la prise, la moto démarre pas. Ça s'essouffle comme si le carburant n'arrivait pas, donc je pense
que j'ai un problème sur la prise de la pompe à essence. Du coup, je vais la changer. Je vais mettre une XT60, là, les petites prises qu'on utilise pour les drones habituellement. Et voilà, on va essayer avec ça de faire démarrer la bécane. Et si c'est bien ça, j'achèterai des prises étanches pour remplacer celle-là. Et puis voilà quoi. Mais on arrive au bout, hein, il reste plus que ça, sinon tout fonctionne. Donc ça commence un peu à me pomponner à la figue. Mais on teste ça, et si tout est bon, on sort la moto, et puis ce sera la fin de ce projet complètement dingue. Donc pour l'instant, je l'ai remplacé temporairement par une XT60 qui est là. Et on va tester, hein, essayer de démarrer. Normalement, ça devrait marcher, puisque je vois pas d'autre espérant que ça marche. Ce qui n'était pas le cas, en fait, je pensais que c'était bon, ce que j'avais bricolé avant, mais en fait non. Là, normalement, c'est la bonne. Attention, attention, suspense. Ah, là, j'entends la pompe s'allumer. Là, je l'entends. Ah oui, j'ai débranché des trucs. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Putain, j'ai réussi. Ça fonctionne. Ça fonctionne. On a réussi, les amis. On a réussi. On est bon. On a réussi. Je suis trop content. Bon, on va sortir tout ça. Je vais mettre là. On va sortir tout ça. Je vais mettre la moto dehors. On va remettre les carénages, mettre les top blocs, tout ce qui manque. Et puis voilà. C'est la fin d'une aventure qui aura duré un bon paquet de semaines quand même. Je suis trop content. Attends, est-ce qu'il a vraiment réparé la moto? Parce qu'au final, il a fait qu'un changement de moteur. Oui, c'est pas faux. Mais pour ma défense, à la base, la moto ne roulait pas. Maintenant, elle roule. Maintenant, j'envisage la mécanique un petit peu comme une enquête policière, en fait. Le truc, c'est que y a une grosse partie qui consiste à, en fait, trouver les indices qui vont amener à la détermination des causes de la panne. Et ça, je trouve ça super intéressant. Vous avez vu, on a d'abord démonté la culasse, on a mis le piston, le cylindre, j'ai vu que c'était pas très droit, donc du coup, ça veut dire que la bielle est touchée, peut-être les coussinets de bielle, peut-être même le vilebrequin, donc il va falloir ouvrir le moteur, etc. J'avais le contact, mais je pouvais pas démarrer, donc est-ce que le démarreur, il fonctionne? On essaye de chanter le relais de démarrage, ça démarre, donc c'est pas le démarreur, ça veut dire que c'est le relais de démarrage qui marche pas. Donc en fait voilà, c'est ça, c'est vraiment le côté enquête et trouver la panne, et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, je voulais vous le dire. Allez, on continue. Bon, alors on va changer le petit klaxon d'origine là. Bon, désolé, c'est vraiment le bordel. Mais ce petit truc là qui fait absolument pas de bruit par un klaxon beaucoup plus gros. Ça fait vraiment du bruit. Je l'ai testé avec de l'air comprimé. C'est ouf le bruit que ça fait. À la base, c'est un truc qui vient en une seule pièce. Avec un petit compresseur qui est ici. Qui vient en fait se clipser là. Normalement, en fait, il est à la place en fait à l'intérieur, c'est clipsé. Moi, pour une facilité de montage, en fait, je l'ai désemboîté et il y aura un tuyau entre le compresseur et le klaxon. Ça va me permettre de pouvoir le mettre en place beaucoup plus facilement. Donc voilà, je suis en train de finir de modifier tout ça. Je vais couper là les pattes qui tenaient le compresseur pour essayer de le rendre le plus petit possible et pouvoir le caler facilement sur la bécane. Il est installé là, donc il y a le relais, la pompe et les trompettes. Ça passe un peu au chausse-pied, mais ça passe. Ça fonctionne super bien. Bon, avec le carénage, j'ai dû un peu revoir mes plans de montage. Donc, voilà, le compresseur est là. Il est fixé au tube avec des risedents, tout simplement. Par contre, le klaxon est toujours à la même place, mais il est un peu caché là-bas, là. Et par le carénage, en fait, qui passe presque au-dessus. Il n'obstrue pas les pompes, donc... enfin, les trompes, pardon. Donc voilà. En tout cas, tout passe. C'est tight, il n'y a pas beaucoup de place.
Alors installer le klaxon c'est super cool, mais il y a un autre truc qu'on a un peu négligé, c'est le boîtier FlexFuel. Donc je vais vous montrer comment ça se câble, parce que quand Thornbikes vous l'envoie, en fait les injecteurs ne sont pas câblés. La prise qui va sur les injecteurs elle est câblée, par contre la prise qui va vers le faisceau elle n'est pas câblée. Donc je vais vous montrer comment savoir où est le plus, où est le moins sur nos motos, et histoire que vous puissiez l'installer vous aussi sur votre KTM RC8R, RC8 ou votre Superduc 990, parce que ce sont les mêmes injecteurs. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous montre ça tout de suite. Alors, petite vidéo sur comment plugger le faisceau FlexFuel sur une KTM RC8R ou RC8. C'est valable aussi pour les KTM Superduc 990 de 2008 à 2011, parce que c'est les mêmes injecteurs. Alors, c'est très simple. Ici, on a l'injecteur qui vient du faisceau, donc du calculateur de la moto. Donc ça c'est l'injecteur arrière, injecteur avant. C'est les mêmes, il n'y a pas de différence. Si vous regardez bien, ici on a un petit câble orange de ce côté-là, un autre petit câble orange de l'autre côté. C'est le plus 12 volts de l'injecteur. Alors si on regarde, voilà, comme ça de face, vous voyez, sur la partie du plug qui est en haut, c'est à gauche. Ok? On prend comme ça, partie du plug, donc ça veut dire que c'est à gauche, ici, là. Hop, c'est le orange. Donc ça, le plus 12 volts, il va falloir le mettre sur le rouge du faisceau FlexFuel. Je ne sais pas pourquoi ça s'est éteint. Voilà, sur la partie ici, donc en rouge. Quand vous allez acheter le faisceau, il y a des chances qu'il ne soit pas câblé. Moi, c'était mon cas. Donc, il faut rentrer donc le rouge pour qu'il soit en face. Vous voyez, que ce soit en face du 12 volts ici de l'injecteur. Je vais essayer de rentrer une main, ça va pas être facile. Donc là, je l'ai plugué et vous voyez que le rouge, voilà, il est en face du orange. Donc là on est bon, ça va du coup alimenter le boîtier FlexFuel. Tout simplement, ça va lui donner du jus, parce qu'il est connecté à la masse. On voit ici, il est connecté là, ici à la masse. Et donc le 12 volts pour l'allumer, ce sera ici, sur l'injecteur. Donc pareil de l'autre côté, pour l'injecteur avant, le rouge va donc en face du orange qui est là. Voilà. Ça vous évite de sortir le multimètre. Voilà, rouge en face du orange. Et si jamais sur votre faisceau c'est pas de la couleur orange, voilà, vous regardez juste tout simplement pour vous montrer quel est le positif, voilà, par rapport à la tête de la prise. Voilà, une fois que ça c'est fait, vos injecteurs sont câblés, sont plugués, et il ne vous reste plus qu'à connecter le capteur d'éthanol, mettre la masse sur le moins de votre véhicule, soit sur la batterie directement, soit sur le cadre, et puis voilà. Alors bien évidemment là j'ai connecté l'arrivée du signal qui vient du faisceau du calculateur vers le faisceau du boîtier FlexFuel, et maintenant il faut bien évidemment que je branche ma prise qui vient du boîtier FlexFuel vers la prise de l'injecteur. L'injecteur lui il se trouve juste là. Donc là c'est sa prise, je le plug là, comme ça tout le système est prêt à fonctionner. Bon, encore une fois, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire à une main, ça va être compliqué. Ça va être même très très compliqué. C'est dans une position un peu tarabiscotée. Ah non, ça devrait le faire. Non, non, ça va pas le faire. Mais donc en gros, voilà, vous branchez. Ah ben j'ai réussi. Hop.
comme ça, c'est plugué. On essaie de trouver un positionnement où ça va pas trop gêner. Là, bon, les papillons secondaires, ça les gêne pas, ça grippe pas, ça glisse, donc c'est cool. Et pareil, on branche la prise du faisceau Flex Fuel sur l'injecteur. Alors, pour la côté du faisceau, il n'y a pas de polarité, on s'en fout. C'est le boîtier Flex Fuel qui gère. Donc lui c'était déjà câblé, voilà, c'était juste cette prise là qui n'était pas câblée pour moi. Donc voilà, normalement si vous achetez ça chez Thornbikes, voilà, chez Thornbikes, pardon, ce sera déjà câblé. C'est juste l'autre qui faudra potentiellement câbler. Après moi je pense que je vais leur envoyer un mail avec une image pour leur montrer quelle est la polarité sur ce modèle d'injecteur. Et j'espère qu'ils pourront pré-câbler directement les kits, comme ça vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête et prendre un multimètre. Moi j'ai vérifié au multimètre tout simplement en mettant le contact, j'ai vu que les 12 volts sortaient sur l'orange, donc voilà. Mais je vais essayer de les contacter pour qu'ils pré-câblent directement les faisceaux pour ces deux motos là, KTM RC8, KTM RC8R et Superduc 990 de 2008 à 2011, voilà. Alors j'ai mis le capteur éthanol juste là. Alors ils fournissent des espèces de raccords rapides en plastique, mais je les ai pas utilisés. J'ai mis directement le tuyau que j'ai qui est gardé en place par des riselants bien serrés. On va voir, hein, la longue si ça tient. Raccord principal d'essence entre le réservoir et le comment ça s'appelle? Ah, mince, la rampe d'injection, en fait, les raccords en plastique, ils ont tendance à casser. Et en fait, quand ils cassent, l'essence coule directement sur le pot qui est super chaud. Et en fait, la moto peut prendre feu, tout simplement. Donc, il est recommandé de changer le raccord d'origine, ce que j'ai fait, par un raccord en laiton. Donc, celui-là, il casse pas. Il est super solide, il est réputé. On le trouve chez Louis Métaux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas utilisé les raccords plastiques livrés avec le kit vendu par Thornbikes. On va vérifier, on va voir dans le temps comment ça va réagir. Bon, du coup, en voulant vous faire la démo du Flex Fuel, qui me fait 8 clignotements longs et un court, c'est boîtier de commande EWS, dysfonctionnement dans le circuit de commutation. Je sais absolument pas ce que c'est, mais c'est relou. Ça y est, ça commence. Alors là-bas, je voulais vous faire une démo et vous montrer que j'avais bien tout câblé et que ça fonctionnait, hein. Au niveau des injecteurs, et vous montrer que dans l'appli, on pouvait voir directement le nombre de tours minutes, si les deux injecteurs des deux cylindres fonctionnaient, voir en temps réel le taux d'éthanol, sauf que la moto, elle démarre plus. Je sais pas pourquoi. J'ai un code de FICON, je sais pas ce que c'est. C'est donc ça la fiabilité KTM, franchement ça rassure pas pour la suite. Pourtant elle roulait et tout, hier ça marchait nickel. Et là je sais pas ce qui se passe. Du jour au lendemain comme ça. Alors que j'y ai pas touché. Voilà, ça marche. Et elle s'est arrêtée toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Bon, la bécane s'arrête toute seule, je sais même pas pourquoi. Bon, là, il est connecté. J'ai 41% d'éthanol.
curieux et c'est flippant. Alors en fait, je pense qu'elle s'arrête parce que mon ralenti, il est pas assez élevé. Ça, je pense que je peux le régler dans TuneECU. Ça, c'est une application qui va me permettre de gérer tous les paramètres de la moto, mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Ça, je pense que c'est pour ça qu'elle coupe. Par contre, l'erreur EFI que j'ai eue tout à l'heure, je sais pas du tout d'où ça vient, je sais pas pourquoi. Et là, ça redémarre. Sans aucun souci. C'est super chelou. Bon, en tout cas, c'était juste pour vous montrer que le boîtier FlexFull, il fonctionnait parfaitement. Donc effectivement, ça fonctionne. Vous avez vu dans l'app et tout fonctionne, c'est génial. Par contre, ouais, c'est un peu inquiétant pour la suite. Bon, on va voir. Continuons la vidéo. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu qu'on a pas mal avancé. Hein. On partait d'une moto qui était vraiment dans un sale état. Hein. Le moteur était... c'est compliqué. Alors, donc on a fait le changement de moteur. J'ai donc enlevé celui d'origine qui va être réparé. Donc là, on a une bielle qui est tordue. J'ai racheté tout ce qu'il faut. J'ai donc piston, cylindre, culasse en état de fonctionnement. J'ai racheté un vilebrequin complet avec les deux bielles, les coussinets, tout ce qu'il faut. Donc maintenant, il va falloir que je trouve un pro qui est capable de me remonter ça proprement. Et une fois que ça sera fait, je remettrai le moteur d'origine, le moteur qui a été monté en usine avec le cadre de la moto. Voilà, histoire d'avoir la moto d'origine, entre guillemets. Et le moteur qui est pour l'instant sur la moto qui me permet de rouler, je le revendrai certainement. Donc voilà, je pense que dans la prochaine vidéo, on va faire un test routier, tout simplement, hein, un test de la moto. Je vais vous expliquer pourquoi j'adore ce modèle, pourquoi je l'ai acheté, pourquoi je le trouve aussi exceptionnel. J'espère que j'aurai votre retour en commentaire. Et voilà, je suis concrètement super fier de moi. Franchement, il y a certains moments où j'ai failli abandonner. Je me suis dit non mais en fait la mécanique c'est trop compliqué, je suis pas fait pour ça. Je laisse tomber, mais j'ai pas lâché le morceau, je suis arrivé jusqu'au bout et franchement je suis méga fier de moi. J'ai fait du beau boulot, voilà. Bien évidemment, pour conclure cette vidéo, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien, c'est gratuit et moi ça me permet de booster la chaîne, de la faire connaître parce qu'elle est poussée dans les algorithmes de suggestion de YouTube et donc ça fait connaître la chaîne et ça la fait grossir. N'hésitez pas bien évidemment aussi à mettre un commentaire que l'on puisse échanger tous ensemble si vous avez des remarques, des choses sur lesquelles vous voulez réagir. C'est toujours intéressant d'avoir votre retour. Sur ce, je vous dis eh bien écoutez, à la prochaine, portez-vous bien, faites attention sur la route. Salut.